Bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, d'abord on est très heureux qu'avec Jacques, avec Émilie, qu'on a pu réussir à faire 200, presque 20 vues euh, YouTube. Et ça c'est super parce que ça motive quand on voit qu'il y a du monde qui regarde. Et donc on est reparti pour une revue de la semaine qu'on espère faire les fois prochaines avec une autre personne parce qu'on va pas toujours faire des monologues, on va faire venir des personnes sur les transports, sur l'agriculture, sur plein de sujets qui nous intéressent. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel sujet vous avez envie qu'on aborde, de mettre un pouce et aussi de vous abonner parce que ça va donner du courage, parce qu'à la fois on a eu plus de 200 personnes qui ont regardé mais on n'a eu que 35 abonnements. Voilà, bon c'est le début. Voilà. Premier sujet de discussion, c'est la crise énergétique. Alors bon voilà, j'ai mis mon petit col roulé comme vous voyez, et vous avez d'un côté le gouvernement qui est en pleine campagne de com face au chaos. Le chaos arrive, on risque des blackouts cet hiver, et puis eux ils font une grande campagne de com pour mettre le chauffage à pas plus de 19 degrés, attention soyez sages, soyez obéissants, mettez un col roulé plutôt dans une pièce, mettez plutôt un étendoir à linge qu'un sèche-linge, voilà, tout est expliqué dans le détail sur qu'est-ce qu'on va faire pour surmonter cette crise. Ne vous en faites pas, ils ne sont pas des adeptes de la sobriété. Au même moment, on est en train de prévoir des Jeux d'hiver asiatiques en Arabie Saoudite pour 2029, où sans doute on ne va pas dépenser d'électricité là-bas, où on ne va pas dépenser d'énergie. Je vais dire, si on veut faire des Jeux d'hiver dans un endroit qui est désertique, vous imaginez vers où on va, bien c'est vers le mur. Et donc c'est pour ça que j'ai dit aux gens, c'est hyper important maintenant que vous n'ayez plus confiance en tout ça et qu'on commence à co-créer tous ensemble et à réfléchir. Parce qu'au lieu de faire ces petits gestes, ce qu'il faut, c'est changer nos modes de production, relocaliser notre économie, et c'est ça qui fait le grand changement. J'ai en tête un logement social à Saint-Dié-des-Vosges, où les personnes, parce que ça a été avec des changements de mode de production, c'est pas du béton partout, etc. Et on a travaillé avec de la paille locale, des agriculteurs, avec du bois local, on a fait un bâtiment qui permet aux usagers de ne pas dépenser plus de 5 euros par mois pour le chauffage. Parce qu'on peut aussi, il y a des logements qui existent à 2000 mètres d'altitude sans chauffage. Donc on peut faire autrement. Et donc cette grande mesure qu'allait faire le gouvernement, vous savez, c'est de lutter contre les passoires énergétiques, contre les passoires thermiques. Il y en avait 14 millions qui étaient prévus et effectivement le gouvernement en a fait 2500 par an. Voilà où on en est. Voilà, pendant ce temps-là, la crise énergétique, parce qu'on n'a rien prévu, parce que vous savez, nos centrales nucléaires, il y a la moitié du parc qui est complètement à volo, on n'a rien développé en énergie renouvelable, on n'a rien mis en place, on n'a eu aucune planification, aucune réflexion, on n'a pas travaillé avec l'énergie de la mer, et aujourd'hui, il risque d'avoir des blackouts avec la question de l'Ukraine et en même temps la spéculation des gros riches, parce que il y a des gens qui se font plein de blé pour le moment avec la question électrique. Il y a des entreprises, il y a une boulangerie par exemple, que le prix de l'électricité, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de plafond tarifaire, quoi. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore des restes de l'État social, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas augmenter x15 tout d'un coup votre électricité, mais on peut le faire parce il fallait absolument tout libéraliser le marché, c'était extrêmement important. Ça a été fait en tout cas pour les entreprises, aussi pour les habitats collectifs, et aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont avoir 10 fois leur prix d'électricité à payer. Donc ils ferment. Une boulangerie, là, récemment, qui a fermé. J'ai vu, là, une pizzeria à Gap qui me dit, nous, on arrête, quoi, on peut plus. On peut pas. Il y a des habitats collectifs, et puis vous allez tous le voir, cette difficulté aussi avec l'augmentation du prix du pelé, du prix du bois, de tous ces prix où à un moment, tout va augmenter. Et parce qu'on n'a rien planifié, parce qu'on ne change pas nos modèles de production, parce qu'on ne relocalise pas notre économie, alors on va faire de la communication à la mort moelle-neu pour dire de régler le chauffage à 19 degrés, à dire que chez vous il fait 15 degrés cet hiver parce que vous n'arriverez plus à vous chauffer, parce que l'électricité, si vous êtes au chauffage électrique en tout cas, ça sera tellement cher que vous ne pourrez plus. Alors ça c'était le premier sujet. J'ai un deuxième sujet, c'est je voulais revenir sur nos assemblées de circonscription. On a eu une assemblée de circo, c'était super sympa, donc on a fait, il y a des gens un peu des associations qui sont venus, des locataires dans les quartiers populaires qui sont venus, on a eu quelques membres de partis politiques, mais l'objectif c'était essayer d'avoir vraiment le plus de personnes autour pour réfléchir ensemble. On a eu deux thématiques extrêmement intéressantes, l'une sur les transports.
Voilà, parce que dans notre territoire isolé, on l'a vécu avec la crise des Gilets jaunes et le développement et la flambée des prix du pétrole, eh bien, on réfléchit comment, aussi, parce que aussi c'est 35% des gaz à effet de serre, hein, le transport, c'est plus ou moins la même chose que le bâtiment et un peu moins que l'agriculture, hein, l'agriculture qui sont quand même les trois piliers qui bouffent le plus des gaz à effet de serre. On réfléchit comment on va pouvoir aller à l'horizon 2050 et comment on va, parce qu'à un moment il n'y en aura plus et puis vous n'aurez plus la possibilité de vous bouger. Et donc l'idée c'est comment on met en place autre chose. Et puis il y a Mobile Hautes-Alpes qui a fait un travail formidable pour déjà faire des pas de côté, pour mettre ensemble, qui a discuté autant avec des entreprises, avec des citoyens, et puis on a réfléchi ensemble et ils ont réfléchi ensemble. Et bien j'espère faire venir une fois des personnes de Mobile Hautes-Alpes lors d'une prochaine, revue de la semaine, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, on verra exactement quel rythme on prend. Alors, la deuxième partie de cette assemblée de Circo, c'était sur le retour des auditions citoyennes. Alors, je ne sais pas si vous savez, on a fait presque 700 auditions citoyennes, on a auditionné des associations pour savoir un peu comment les gens vont. On est parti des personnes pour savoir comment ça va, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et puis qu'est-ce que vous faites déjà pour mettre en place. Parce que pour nous, c'est extrêmement important. Vous voyez, on a de plus en plus des élus qui sont de plus en plus incompétents, et comment on part des gens et qu'est-ce qu'ils vivent réellement. Et on a analysé ça par un docteur en sociologie et en anthropologie politique qui nous a fait une analyse assez complexe de nos auditions. D'abord, on a fait une liste de toutes les revendications, ça je vous en parlerai une autre fois. Et puis on a analysé quelque chose d'un peu spécial, c'est qu'on remarque dans toutes nos auditions qu'on est majoritaire dans les idées. Voilà, aujourd'hui les gens ils comprennent pas pourquoi on ne fait pas de l'agneau local à dire qu'on en produit en Nouvelle-Zélande, quoi. Aujourd'hui les gens majoritairement, la vie chère ça leur est insupportable. Aujourd'hui qu'un monarque présidentiel décide tout seul, ça leur est insupportable. Qu'on va dans le mur écologique, beaucoup de gens le sentent, et puis en général, quand ils parlent de mesures, on est majoritaire par rapport aux mesures. Il y avait un sondage interactif qui disait, pendant l'élection présidentielle, on avait pris 40 mesures, et la plus basse, elle avait 59,65%, c'était la légalisation du cannabis, qui était la mesure de l'avenir en commun, qui était la plus basse, et puis il y avait des mesures qui avaient 94%. Comme l'augmentation du SMIC, comme l'arrêt du grand déménagement du monde, comme l'arrêt du glyphosate, etc. Il y avait plein de mesures qui sont extrêmement majoritaires dans notre pays. Et la question est pourquoi, si nos idées sont si majoritaires, pourquoi ça ne se convertit pas en un vote et par un changement, quoi. Même si on a augmenté, on n'a pas gagné, quoi. Je veux dire, pourquoi ça ne se traduit pas en vote? Et donc, effectivement, on peut tout de suite se dire, évidemment, il y a... les médias, ils sont tenus par quelques milliardaires et ils ont toujours intérêt à ne jamais parler des mesures qu'on veut mettre en place. C'est pour ça aussi que je fais une revue de la semaine, c'est parce qu'ils ne vont pas parler des mesures écologiques, des mesures démocratiques, des mesures sociales, ça c'est pas leur sujet, c'est la petite polémique, la petite phrase que l'un a pu dire, on monte ce sujet-là pendant une semaine et puis après ça c'est une autre phrase et puis c'est jamais les grandes thématiques, d'abord des préoccupations des personnes. Donc on pourrait évidemment avoir cette analyse-là, nous c'est pas cet angle-là qu'on va prendre. C'est véritablement pour pouvoir se questionner, et là je parle aussi aux copains qui militent, c'est voilà, la première chose c'est, on en a trouvé 4 qui empêchaient véritablement la question du vote, c'est un manque d'écoute, on a remarqué que si on écoutait beaucoup mieux, ça allait beaucoup mieux. Il y a parfois le lieu du conflit qui n'est pas vu, c'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience que c'est tout un système qui est contre nous, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes aujourd'hui qui gagnent autant que 27 millions, quand on compte jusque 3, 1, 2, 3, eh bien, pendant ces 3 secondes, eh bien, Jeff Bezos a gagné autant qu'une infirmière, par exemple, en un an. Et donc, les gens ne voient pas ce niveau que des gens qui ont des intérêts économiques énormes, par exemple, sur la question... c'est pour ça qu'ils tiennent les médias. C'est-à-dire, c'est eux qui tiennent... ils tiennent les médias. Et donc, effectivement, il n'y aura pas de... On ne connaît pas, et c'est pour ça qu'ils adorent toutes les petites anecdotes, les petits conflits qui ne concernent pas ce grand sujet. Et donc voilà, effectivement, il y a une oligarchie, un monarque présidentiel qui tient le pouvoir, on a, quelques personnes qui ont toutes les richesses, et puis il y a des gens qui ont intérêt à que ce soit toujours, le plus néfaste pour la planète parce que c'est moins cher,
qui soit mis en place et on ne réfléchit pas comment on va produire autrement, etc. Et donc, la première chose que je vais vous expliquer, c'est la première priorité pour les personnes, c'est cette demande d'écoute. Donc en fait, on a fait une analyse sociologique de toutes ces auditions et on y a retiré 3 catégories sociales. La première catégorie sociale, bien pour eux, les gens, tout va bien, ça va. C'est pas une critique du tout qu'il faut avoir par rapport aux gens, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent être dans le déni par rapport aux questions écologiques, par rapport aux questions sociales, parce que c'est trop dur parfois à vivre. Parfois des gens sont riches, parfois des gens ne sont pas du tout riches dans cette catégorie-là. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ils n'ont pas d'idée et ils font encore confiance au gouvernement qui sait un peu plus. Et puis comme c'est présenté à la TV, les autres comme des agitateurs, c'est pas intéressant. Et donc ça se traduit par un vote plutôt LR, LREM, voilà. Et donc ça c'est une catégorie sociale qui, quand on leur demande qu'est-ce qu'il faudrait faire, à la rigueur il faudrait que les gens soient plus civiques, qu'ils obéissent un peu plus, et puis que voilà, ils obéissent au gouvernement, que ça se passe mieux, etc. Il y a une deuxième catégorie sociale, et donc on voit que c'est ces catégories sociales qui influencent le vote. Il y a une deuxième catégorie sociale, je les appellerais plutôt, moi ça va, même si certains ne vont plus aussi, sont broyés là-dedans, mais ils ont une réflexion systémique. Ils disent voilà, il y a un problème dans notre société démocratique. Il y a un problème écologique, on va dans le mur, et il y a un problème social. Ils ont une analyse, ils savent que c'est bien, c'est 7 personnes qui gagnent, c'est 5 personnes qui gagnent autant que 27 millions, ils ont une analyse et ils voient que c'est... Alors tout le monde ne va pas voter, il y a des gens qui tous pourris, ils n'ont plus confiance, voilà, et puis il y a des gens qui vont voter, et ça se traduit plutôt quand les gens vont voter par un vote NUPES, quoi, voilà. Et puis il y a une troisième catégorie sociale qui en ont vraiment ras-le-bol de tout, qui eux, ça va vraiment pas, et ils n'ont pas une réflexion non plus systémique, ils cherchent plutôt un bouc émissaire, et en tout cas tout ce qu'on leur dit du matin au soir sur ces news marche, et eux vont plutôt aller vers un vote Rassemblement National, dégagiste pour dégager ce gouvernement, parce que ça va pas, quoi, voilà. Et donc nous, en faisant ces auditions citoyennes, on arrive à faire bouger les catégories 1 et 3 en les écoutant. Parce que le fait d'écouter des personnes, ça permet il faut les écouter sur comment ils vont, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et ça bouge, rien que le fait de les écouter, parce que ça leur donne peut-être des analyses un peu plus systémiques, parce que ça part de leurs problèmes, de leur vécu, et parce qu'ils se sentent pris en compte. Faut pas se leurrer, hein. Macron l'a compris, il fait la même chose avec les grands débats, et c'est blablabla, quoi. À part que nous, l'idée, c'est de les écouter pour essayer de construire un programme après avec eux, et de continuer vers une écoute qui débouche vers quelque chose. La deuxième chose, c'est l'endroit où on place le conflit eux-nous. C'est-à-dire que n'y a pas de problème avec la radicalité de nos propos. Les gens savent que véritablement, c'est plus possible, on s'en sort plus, quoi. Il y a une critique, par exemple, du monde politique qui est énorme dans les auditions citoyennes. Mais c'est bien posé l'endroit du conflit. Souvenez-vous, la question des gilets jaunes. Les gilets jaunes, au départ, il y avait parfois des gens politiques, écolos, qui se disaient « c'est bien une mesure pour taxer le diesel, on va enfin le faire », mais on n'avait rien mis en place pour changer de système de transport. Et donc, c'est-à-dire que on s'attaquait d'un problème écologique, on en faisait un problème social. Et on n'a pas, et c'était pas à la hauteur du conflit eux-nous et des gens qui en avaient avantage à toujours maintenir ce système en place. Et donc il fallait effectivement, et c'était hyper important cette démarche, c'est qu'il y a des gens qui ne se voient pas comme nous, vraiment à s'opposer à quelques oligarques qui gagnent plein de sous, quoi. Et donc ça c'est extrêmement important, il faut être majoritaire évidemment, il faut intégrer des gens qui parfois ne vont pas se situer comme nous. Un agriculteur qui a peur qu'au pouvoir on va mettre plein de loups, quoi. Je veux dire, à dire que lui il souffre, il a perdu ses cheveux parce que c'est insupportable. Des positionnements, je veux dire, à dire que lui il a déjà vécu le grand déménagement du monde, il n'arrive plus à vendre ses produits localement. Voilà, donc il faut toujours avoir une analyse systémique. C'est-à-dire que il ne faut pas s'attaquer à des symboles, il faut mettre d'autres moyens de transport dans tout le département, et à la rigueur, si on veut s'attaquer au rallye Monte-Carlo, etc., il faut d'abord savoir qu'il y a des gens qui vivent de la restauration, je veux dire, qui vivent de ça, et ce n'est qu'un symbole, et donc il faut pouvoir s'attaquer en profondeur au changement de système, plutôt qu'à des symboles.
Et c'est comme ça que dans notre circonscription, on n'a pas des masses de quartiers populaires, on n'a pas des énormes usines avec plein de travailleurs, donc on est sur d'autres logiciels, et pourtant plein de gens souffrent, plein de personnes vont souffrir si on n'a plus de neige dans les montagnes, si on a véritablement une catastrophe climatique qui s'accentue. Plein de gens souffrent du grand marché parce qu'on n'arrive plus à produire localement et des agriculteurs n'arrivent plus à vivre. Et parfois, ils ne vont pas aller vers nous directement, quoi. Il y a plein d'entreprises dans les Hautes-Alpes et d'entreprises qui vivent avec pas grand-chose et qui, eux, aujourd'hui, vont souffrir, par exemple, de l'énergie, quoi, de la catastrophe qui va se passer, quoi. Et donc, l'idée, c'est vraiment de bien poser l'endroit du conflit nous. La troisième chose, c'est aussi relocaliser notre programme. Le programme de la NUPES, il est super, mais il faut parler aux habitants des Hautes-Alpes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va toucher les habitants des Hautes-Alpes dans leur vie? Bien, comme on a dit, vous parlez que l'agneau de la Nouvelle-Zélande, comme j'ai dit tout à l'heure, bien, il est 3 fois moins cher que l'agneau des Hautes-Alpes. Ben, vous avez une énorme majorité. Vous avez 95% des gens qui sont révoltés par rapport à ça. Et même 99 peut-être. Voilà, la relocalisation de l'économie, les gens ne comprennent pas pourquoi il faut tout déménager, quoi. Et surtout avec des animaux qui vont travailler moins loin. Après, il ne faut pas culpabiliser la personne qui doit acheter ces produits peu chers. Ça, c'est autre chose. Et c'est là qu'il faut lever le conflit, comme j'avais dit tout à l'heure, mais relocaliser par rapport aux problématiques d'ici. Une problématique d'ici, c'est un service public à la hauteur. C'est la santé. Ces hôpitaux qui, parfois, sont loin. Il n'y a pas de maison de santé dans les villages. Il y a l'école qui est éloignée. Et on voit même parfois des gens qui ne sont pas de notre bord commencer à se dire bah oui, il faut faire quelque chose pour l'école. Là, j'ai une copine de ma fille qui vient de Finlande, qui est en échange. Ils sont 15 par classe. Alors, on voit qu'on a laissé tout à volo depuis des années. Voilà. L'inflation des prix, quoi. Les gens vont vivre des choses. Voilà, quelle est la spécificité aux Alpines de l'inflation des prix? Un service public de territoire. Quand parfois on n'a pas de distributeur automatique ou que le petit magasin est tellement loin, ben, il faut créer un service public de magasins avec des gens, avec une production locale, mettre ça en place. Et puis aujourd'hui, ben, vous savez qu'il y a des endroits où à la fois l'informatique passe mal et il y a une bureaucratie qui est complètement éloignée. Et quand vous êtes dans un petit village, quand on vous dit tapez 1, tapez 2, tapez 3, ben à la fin on a envie de jeter le téléphone par terre. En fait, voilà, ça c'est des problématiques que des gens rencontrent tous les jours et j'en ai cité quelques-unes parmi d'autres. Et le programme de la NUPES, il est extrêmement complet, mais parfois il faut le faire vivre localement, quoi, voilà. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on sent chez les gens une énorme demande de construire ensemble. Ils n'ont plus confiance aux politiques, ils ne donnent pas un chèque en blanc à la question politique. Dans notre territoire, on a réfléchi au plan neige, au plan barrage, au plan parc, dans les années 50-60. Et le département s'est construit là-dessus. C'était l'objectif de vivre économiquement d'un territoire joli en montagne. Bien, dans notre territoire, avec la crise climatique, etc., le tout marché, bien, tout ça, ça va droit dans le mur. Et donc, il faut reconstruire collectivement autre chose, réfléchir tous ensemble, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'au plus ça va mal, au plus ça peut faire gagner le RN. Et donc, on a intérêt à construire quelque chose collectivement et à être à la hauteur du moment. Et il y a que des choses merveilleuses à faire avec les gens. Et nous, voilà ce qu'on continue. Chaque semaine, on fait les auditions citoyennes, on continue à auditionner des assos. Et puis là, je vais vivre quelque chose de formidable, une première fois dans un village. On va commencer à faire une co-construction programmatique avec ce que les gens veulent. Donc c'est les gens qui vont mettre, voilà, vous savez, aujourd'hui, en 2050 dans les Hautes-Alpes, c'est quoi la question du réchauffement climatique par rapport à l'économie telle qu'on la vit? C'est quoi la question, je vais dire, des murs qu'on va se prendre sur la question des déchets, sur la question, voilà, sur toutes les questions de notre si beau département, quoi. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme mur, quoi, et comment on peut changer les choses? Et puis on va les écouter, c'est eux qui vont faire des propositions, et puis on va faire des débats mouvants, où il y en a un qui va se dire, voilà, les gens vont mettre, je suis pas du tout d'accord avec vous, il va expliquer pourquoi, et puis on va essayer de faire consensus, on va changer les phrases, et à la fin, c'est comme nos ateliers des lois, on fait la même chose pour les ateliers des constructions des lois, eh bien des gens qui vont mettre des mesures écrites, et ils vont les valider tous ensemble, avec le plus de consensus possible, et puis on va faire tous les villages comme ça, et puis on trouvera peut-être
des personnes en débat contradictoire un jour parce que ça ne répond pas à une face d'une problématique sociale et les gens avaient vu plutôt la problématique écologique. On va mettre tout ça ensemble et puis on va construire, on va continuer à avancer parce que le monde il est beau et qu'on a plein de choses à faire ensemble et qu'à un moment on va gagner quoi. Merci à vous.